Alors, on peut passer aux questions autour de bébé. Qu'est-ce que la physiologie du bébé? Elle est peut-être un peu générale cette question, mais je me rends compte qu'on n'est pas du tout informé sur ce qui est physiologique ou ce qui n'est pas avec un bébé. Éventuellement, on nous montre comment le porter au début, les premiers jours à la maternité. Mais après, on est seul chez nous et une fois rentré, on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Et surtout une fois qu'il commence un peu à grandir. La physiologie, c'est un grand et vaste sujet, parce que la physiologie, c'est le fonctionnement du corps. Alors, il y a la physiologie articulaire, il y a la physiologie digestive, euh, la physiologie, puis il y a plein d'autres aspects. Moi, je vais rester un petit peu sur mon domaine à moi, qui est plutôt la physiologie mécanique et articulaire du corps de l'enfant. Alors, un enfant n'est pas un adulte, ce n'est pas un mini-adulte. Il a une physiologie qui lui est propre et qui va tendre au fil de son évolution à devenir celle d'un adulte. Un bébé, quand il naît, enfin, quand il est dans la ventre de sa maman et puis quand il naît, il n'a qu'une seule courbure. Donc, il faut savoir qu'un adulte, je vais revenir un petit peu avant, un adulte a trois courbures. Donc, quand on regarde un adulte de profil, on va voir qu'il a une courbure cervicale, donc ce qu'on Ouais. appelle une lordose cervicale, un creux, puis un arrondi dans le milieu du dos, donc la syphose dorsale, et à nouveau un creux lombaire. Voilà. Un nouveau-né, va avoir simplement la syphose dorsale, donc simplement l'arrondi. C'est pour ça qu'un bébé se positionne toujours en position de fœtus. Il va D'accord. acquérir les deux autres courbures, donc le creux cervical et le creux lombaire, donc la lordose, qu'au fil de son évolution. La première courbure qui va apparaître, c'est la lordose cervicale. Celle-ci va être vraiment bien prononcée quand l'enfant va tenir sa tête. Donc, c'est-à-dire que au début, il va commencer à se mettre sur le ventre, il va un peu forcer sur les cervicales en extension, et là, il va commencer à la former, sa lordose cervicale. Et puis, quand il va tenir assis et qu'il aura vraiment la tête à l'horizontale, par la verticale, il va vraiment avoir ce creux cervical. Et puis, quand il va commencer à se mettre debout, à marcher, il va commencer à créer sa lordose lombaire. Il faut savoir que l'acquisition de la marche se fait jusqu'à 7 ans chez un enfant. Ah oui, jusqu'à 7 ans. Ouais. Ouais, oui. C'est pour ça qu'ils chutent beaucoup quand ils sont petits, parce qu'ils ne savent pas D'accord. marcher en réalité. On pense qu'ils savent marcher, mais ils ne savent pas marcher. Et donc d'ailleurs, ça ouvre un sujet, on peut le reprendre après si tu veux, mais ça ouvre le sujet de la manière dont on va chausser l'enfant. On ne chausse pas un enfant comme on chausse un adulte, même à 5 ans. On fera un sujet exprès. C'est un vrai sujet très important d'ailleurs. Donc voilà, donc l'enfant va vraiment acquérir ses courbures globalement à ses 7 ans, tout en sachant qu'un sacrum, donc De la la colonne. terminaison de la colonne vertébrale vers le bas, s'ossifie qu'à 25 ans. Ah oui. Donc, pendant toute la croissance, on continue à avoir une, un travail sur la colonne vertébrale. C'est pour ça que pendant l'adolescence, une colonne peut se déformer complètement et créer une scoliose. Voilà. D'où la prévention en ostéopathie sur la détection précoce de la scoliose et pas attendre qu'il y ait une vraie déformation pour redresser le corps. Je crois que tu t'y connais là-dessus, Alexandre. Oui, on l'a vu tard chez moi. Donc, pour la physiologie, voilà. Donc, je reviens un petit peu en arrière sur la physiologie. Donc, il acquiert ses courbures jusqu'à ses 7 ans. Donc, un nouveau-né va avoir une syphose. Donc, il faut préserver cette syphose. Il ne faut absolument pas tenter de le mettre à la verticale. Donc, tout ce qui va être, donc, tout ce qui va être porte-bébé, il va falloir bien choisir son porte-bébé. Un porte-bébé physiologique, c'est un porte-bébé qui permet de maintenir La l'arrondi courbure. du dos, Ouais. la courbure du dos, et qui va permettre également d'avoir les jambes en grenouille. Voilà. Ouais. Il faut savoir que les fémurs d'un nouveau-né ne sont pas bien maintenus dans le bassin. Et si les jambes de l'enfant dans le porte-bébé sont verticales, on peut créer des petites subluxations de hanches. D'accord. D'accord. Donc, il faut vraiment il existe un angle à 90 degrés entre le bassin et les fémurs de l'enfant dans le porte-bébé. Puis les tibias sont à nouveau verticaux. D'accord. Si on imagine bien, tac, Oui, tac, oui, tac. je vois. Voilà. Donc, un porte-bébé physiologique, c'est un porte-bébé qui garantit l'arrondi du dos et qui permet une bonne position du bassin. Il faut bouger le bébé. Il faut le rôle premier du parent dans la première année de vie de l'enfant,
autre que tout ce qui est sécuriser l'enfant, le nourrir et lui permettre de dormir, ça va être également de l'encourager à bouger. L'encourager à bouger, ce n'est pas le guider à bouger. L'encourager, c'est lui donner les possibilités de le faire, mais de lui laisser prendre son rythme. On ne fait pas marcher un bébé en le tenant par la main, on le tend par la main pour l'entraîner à marcher. Un bébé ne peut pas marcher à 3 mois, donc ça ne sert à rien de le mettre debout sur la table pour qu'il fasse une marche automatique. Ça ne sert à rien du tout, ça ne le fait pas progresser, ça ne fait qu'encourager un réflexe archaïque qui doit normalement disparaître naturellement et que si on persévère à vouloir le faire marcher à 1 mois, 2 mois, 3 mois, on entretient ce réflexe archaïque qui va entraver l'évolution physiologique du cerveau de l'enfant. Donc, on encourage l'enfant à bouger. Donc, on fait de la motricité libre. On le laisse au sol. Un bébé, ça vit par terre. Ça vit par terre, ça découvre le monde par terre. On sécurise les lieux, mais ça découvre le monde par terre. Ça s'entraîne à lever la tête. S'il veut un objet, il va essayer d'aller le chercher. On évite de le mettre dans un transat toute la journée, parce que là, on ne l'encourage pas à bouger. On évite de le mettre dans un cosy ou un couffin toute la journée. Et on change ses positions. On peut le mettre dans la poussette, on peut le mettre dans le porte-bébé, on le met par terre. On l'encourage à bouger. Sur le dos, à plat ventre, en portage, déjà ça évite la plagiocéphalie, donc la tête plate, et puis ça lui permet de découvrir son environnement aussi autrement. Oui, c'est ça. On sait qu'on va le faire maturer au niveau cérébral plus rapidement si on le laisse découvrir le monde. De préserver son corps. Parce que on va pas écraser la tête parce qu'il y aura un appui constant dessus. Et on ne va pas altérer son dos parce qu'il va être sans arrêt à la verticale ou à l'horizontale. Alors, par rapport à la plagiocéphalie, je pense que c'est important d'en parler. Il existe beaucoup de choses. Enfin, vous voyez bien que finalement, là, je n'ai parlé d'aucun instrument, d'accord? Parce qu'en fait, il n'y a besoin d'aucun équipement en réalité pour un bébé. Oui. On voit beaucoup dans les magasins de puriculture de coussins anti-tête plate, de matelas anti-tête plate, de Cocoona Baby, de, euh, voilà, de coussins avec des microbilles, des mousses qui nous semblent, nous, en tant qu'adultes, hyper confortables. C'est très marketing parce qu'en fait, c'est un peu comme les animaux, c'est l'anthropomorphisme. C'est-à-dire que quand on a un animal, on a tendance à vouloir le faire parler, à vouloir le, le considérer comme un humain. Voilà, donc on essaie de le faire réagir de cette manière-là. Donc les propriétaires d'animaux ont tendance à acheter tout plein de matériel qui ne sert à rien. Des petits manteaux, des petits pulls. Et on a tendance à faire la même chose avec un enfant, avec un bébé. Le bébé, on va vouloir lui acheter le matelas avec les microbilles, le, le matelas, le coussin anti-tête plate, ça ne sert à rien du tout. Justement, ça ne fait que limiter le mouvement de l'enfant parce que quand l'enfant est dans un coussin en microbilles, ben, il va s'enfoncer dedans et ben, il va être bien, ça c'est sûr, hein, il va se sentir très très bien à l'intérieur, mais il va être complètement enfoncé, il ne va pas bouger. Et du coup, en ne bougeant pas, le coussin ayant beau être mou, le crâne va tout de même s'aplatir puisque le crâne du bébé est tout mou et que la gravité va quand même s'appliquer dessus. Je ne sais pas comment sont ces coussins, mais il y a peut-être un risque si l'enfant est enfoncé dedans, il n'y a pas un risque qu'il s'étouffe. Non, parce qu'en fait, il ne bouge pas. Donc, généralement, il est sur le dos. Et non, il n'y a pas eu de cas d'étouffement. Mais au niveau marketing, eux communiquent sur le fait que ces coussins-là limitent les plagiocéphalies, alors que Donc ils n'ont pas d'utilité spécifique. Si un enfant il a un coup en portage, un coup au sol, sur le dos ou à plat ventre, il ne va pas avoir le crâne en fait qui va s'aplatir. non, exactement. Parce qu'on a en fait généralement les coussins anti plates, donc ils sont ronds et au milieu, il y a un trou. Oui, un creux, oui. En fait, ils imaginent, eux, que ce trou-là va permettre à ce que l'enfant pose sa tête et qu'il n'y ait du coup aucune pression qui s'applique. Mais ça ne change rien. Finalement, la gravité s'opère quand même et l'aplatissement se fait. D'accord. Donc on a vu qu'il fallait faire attention à choisir un porte-bébé physiologique, qu'on n'avait pas besoin de coussin anti-tête plate et ne pas l'entraver dans ses mouvements. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses qu'on devrait savoir? Par exemple, moi je me demandais aussi jusqu'à quel âge on doit les tenir en soutenant la tête. Est-ce qu'il y a des mouvements qu'on ne doit pas faire avec le bébé?
Et un dernier petit élément, parce que ça, c'est un élément de communication que font beaucoup maintenant les PMI. On évite les trotteurs. Euh, Ah oui, c'est ce que moi j'appelle les Yupala en fait. C'est un petit siège hamac avec une armature tout autour et puis des petits jeux. Et puis c'est sur roulette, donc on met l'enfant dedans et puis il peut marcher en étant soutenu par le petit siège et aller un peu partout dans la maison. alors, pourquoi un parent achète ce Yupala? Généralement, c'est parce que euh, ce parent est parfois très occupé, fait la cuisine, peut-être donne le bain aux aînés, et ça semble assez sécuritaire parce que quand le bébé est dans son Yupala, il y a toute une bordure autour de lui qui l'empêche finalement d'atteindre des objets en tendant les bras. Donc ça permet du coup de sécuriser la zone. L'enfant est libre, il avance dans toute la maison. Sauf que ce Yupala, finalement, généralement, il est utilisé chez des enfants qui ne marchent pas encore. Et Mm. un enfant qui ne marche pas encore, c'est un enfant qui n'a pas encore les chaînes musculaires en avant des jambes et en arrière des jambes qui sont équilibrées. Si l'enfant apprend à marcher, entre guillemets, avec un Yupala, il va marcher avec des chaînes musculaires postérieures qui sont trop sollicitées. Et donc, on va avoir un enfant qui va marcher sur la pointe des pieds. Mm. Ça va se coder de cette manière-là dans le cerveau. Et pour revenir en arrière après, c'est très très difficile. Ce sont parfois des années de rééducation. Ah oui. J'ai eu l'occasion de voir une petite fille chez l'assistante maternelle où j'allais pour ma fille. Donc cette petite fille était souvent en Yupala chez les parents. Et en fait, elle avait les muscles bien développés sur les cuisses, mais par contre pas du tout au niveau du dos. Donc elle savait pas bien se tenir au niveau du dos. Enfin, on voyait vraiment la différence entre ses cuisses qui étaient toutes musclées et le dos pas du tout. Exactement. Les muscles ne fonctionnent pas de manière unique. Ce sont des chaînes musculaires qui fonctionnent ensemble. Dans aucun mouvement de la vie quotidienne, on va utiliser simplement le quadriceps. Ça n'existe pas. Ou le mollet. Quand on marche, on utilise le mollet, le quadriceps, les fessiers, le dos. Voilà. Et le balancier des bras. Donc tous ces muscles-là doivent être équilibrés et se former ensemble au même rythme. Donc c'est ça, si un enfant D'accord. muscle les membres inférieurs et qu'il a un dos tout mou, on démarre déjà dans la vie avec un déséquilibre assez prononcé quand même. D'accord. Euh, Je crois que je n'ai pas répondu à ta question. En fait. C'était comment le porter. C'est comment le porter. oui. Alors, pour le porter au départ, on va éviter, enfin, on va déjà te dire ce qu'il ne faut pas faire, on va éviter de le porter sous les aisselles. Alors ça, C'est très dur d'enlever cette habitude qu'on a, parce qu'on a toujours vu tout le monde porter les bébés sous les aisselles, donc on est tenté de faire pareil. exactement. Mais après, si nous, on se faisait porter sous les aisselles, on ne serait pas très à l'aise. Hein. On a tout de suite la respiration qui se bloque. Donc, on a une capacité respiratoire qui diminue. Donc, on peut bloquer un petit peu les côtes. Et puis, sous les aisselles, on va avoir le lien direct avec les vertèbres du haut du dos et donc les cervicales. Et le fait de créer toute cette pression autour des aisselles peut, sur un nouveau-né, bloquer les dorsales supérieures et donc créer des torticolis chez l'enfant. Et si en plus, le bébé sort du bain, qu'il est mouillé, qu'il est glissant et qu'on a peur de le faire tomber, on va encore plus serrer les aisselles. Et donc là, on va encore davantage augmenter ce risque-là. Un bébé se porte avec deux appuis. La première prise se fait sous le bassin. Donc si on considère un bébé allongé, on va passer la main hop, sous le bassin. Hop, on place le doigt au-dessus, donc au niveau du pubis. Et après, on va faire basculer un peu le bébé, ce qui va avoir comme effet de faire tourner un peu la tête de l'enfant. On passe la main sous la tête de l'enfant et on soutient l'enfant de cette manière-là. Donc en fait, cette main qui est sous le bassin, c'est elle qui guide tout le mouvement. Et la main sous la tête ne fait que tenir la tête de l'enfant parce qu'il ne la tient pas. D'accord. Et du coup, on a au milieu tout le dos qui est arrondi. Voilà. D'accord. Et l'enfant Jusqu'à quel âge il faut soutenir la tête? jusqu'à temps qu'il la tienne. Oui. Donc, Il y a alors, pas un âge précis, c'est bien, mais non, la tenue de la tête de l'enfant, alors, ce qui est globalement connu, c'est 3 mois. On dit aux parents, à 3 mois, l'enfant doit tenir sa tête. Alors, tenir sa tête, c'est pas tenir sa tête comme nous on l'entend. À 3 mois, un enfant tient sa tête quelques secondes. Le test pédiatrique, c'est l'enfant doit tenir sa tête quelques secondes quand on le maintient assis. Donc l'enfant, il tient sa tête,
et puis ça va dans tous les sens, et puis au bout d'un moment, il écroule. Voilà. Et s'il arrive à maintenir sa tête 5-10 secondes, le test est réussi. Voilà. Ah oui, donc il faut encore se tenir à cet âge-là. Et jusqu'à quel âge? Alors, généralement, un bébé qui est… ça dépend en fait de comment est sollicité le mouvement chez l'enfant. Un enfant qui ne bouge jamais va mettre plus de temps. Un Oui. enfant qui est en motricité libre va tenir sa tête beaucoup plus rapidement. Mais on peut se dire, enfin, moi, ce que je vois régulièrement au cabinet, c'est qu'un enfant tient correctement sa tête à 6 mois. Donc jusqu'à 6 mois, on soutient par le bassin et par la tête. Et après, parce que ma fille, enfin là, elle est lourde. Si je dois la prendre juste par le bassin, enfin, moi, j'y arrive pas, hein. Après, on peut porter l'enfant, le soulever du sol en le prenant sous les aisselles, après, une fois qu'il grandit. On le soutient D'accord. du sol, mais après, on le plaque contre nous, et puis on le tient généralement de cette manière-là, avec la main Oui. dans le dos Oui. et la main sous les fesses. Il n'y a plus besoin de tenir la tête. Voilà. Mais on ne le tient pas de cette manière-là. Mais chez un nouveau-né, souvent, les gens le tiennent longtemps sous les aisselles. C'est-à-dire ils vont le manipuler comme ça partout, ils vont se le donner par les aisselles, chose qu'on ne fait pas après chez un enfant plus grand. Oui, c'est vrai. L'enfant plus grand, on l'a dans les bras. Quand on veut le transmettre à quelqu'un, l'enfant se retourne, il tend les bras, il s'accroche. Il n'y a plus ce mouvement où on accroche l'enfant de manière durable sous les aisselles. À partir du moment où il commence à se déplacer, comment on peut l'aider sans entraver sa motricité? On le laisse libre? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour l'aider à se développer? On sécurise les lieux. On n'est pas obligé de lui donner accès à toute la maison, hein. On peut sécuriser une partie du salon pour que ça soit sa zone de motricité. Il n'a pas besoin d'avoir 50 mètres carrés, hein, pour apprendre à marcher. Mais on sécurise les lieux pour qu'en fait, justement, on n'ait pas besoin d'intervenir sur cette motricité. Après, on met les objets à son niveau pour qu'il soit attiré par ses jouets, par, euh, par des éléments de son environnement et qu'il puisse saisir lui-même ses jouets, qu'il puisse découvrir son corps. On peut installer un miroir au sol pour qu'il puisse découvrir son corps, parce que plus l'enfant va se voir dans le miroir, plus il va avoir également la conscience de son corps, et plus la conscience de son corps, plus il va pouvoir bouger rapidement et avoir une meilleure motricité. D'accord. Euh, Est-ce qu'on revient sur la plagiocéphalie? Si tu veux développer un petit peu? Alors, je pense que ça peut être l'objet d'une demi-heure de vidéo, la plagiocéphalie. Mais en deux mots, la plagiocéphalie, c'est une déformation du crâne de l'enfant mhm. liée il y a plusieurs causes à la plagiocéphalie. Si on prend dans l'ordre de conception, on peut avoir l'enfant qui est mal positionné dans le ventre de la maman, qui écrase du coup sa tête peut-être sur le bassin, sur les côtes. Une grossesse gémellaire également, les deux enfants qui manquent de place et qui vont du coup aplatir leur tête l'une contre l'autre. Donc on va avoir une déformation du crâne d'un ou des deux enfants. Euh, Après, il va y avoir la déformation du crâne liée à l'accouchement, au passage dans le bassin. Et on va avoir la plagiocéphalie après de l'enfant qui est mis dans un cocoon à baby, par exemple, un matelas où il ne peut pas bouger. Du coup, le fait qu'il ne bouge pas suffisamment, ça va aplatir le crâne. Et puis, on va avoir la plagiocéphalie de l'enfant qui a un torticolis. Voilà. L'enfant qui a un torticolis, il a la tête toujours du même côté, il va déformer son crâne sur le point d'appui. Alors, le discours couramment donné aux parents à la maternité, c'est que la plagiocéphalie disparaît toute seule, sans intervention. Mhm. Alors, c'est vrai exclusivement pour les plagiocéphalies liées au process d'accouchement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a retiré la contrainte du bassin, d'écrasement, enfin de la pression du bassin de la mère contre la tête de l'enfant, évidemment, vu qu'on a retiré la cause de la plagiocéphalie, le crâne de l'enfant se réarrondit en 2-3 jours. 2-3 Mais jours. si le crâne de l'enfant ne s'est pas arrondi en 2-3 jours, c'est qu'on est sur autre chose. Mm. Ça veut donc dire qu'on n'a pas retiré la contrainte. C'est-à-dire qu'on a un enfant qui a encore un torticolis. C'est-à-dire qu'on a un enfant qui peut-être a passé 9 mois avec le crâne écrasé et que du coup c'est trop marqué pour que ça disparaisse tout seul. Et là, justement, c'est là qu'on doit être amené à consulter. Si la plagiocéphalie ne s'estompe pas, et ne disparaît pas totalement en 3 jours, une semaine grand maximum, il faut consulter parce qu'il y a un aplatissement qui continue de s'appliquer.
Et il y a du coup deux types de déformation du crâne, deux grands types. On a la plagiocéphalie, qui est euh, la déformation latérale, et on a la brachycéphalie, qui est la déformation postérieure symétrique. Ces déformations-là vont avoir des incidences différentes sur le squelette. La plagiocéphalie, il faut imaginer le crâne de l'enfant. S'il est aplati d'un côté, on va déjà avoir, si on a un aplatissement par exemple à droite, juste à l'arrière ici, on va avoir tous les os du crâne qui vont être poussés vers l'avant. Donc on va avoir une bosse frontale qui va apparaître. Oui. Et l'autre côté à gauche, une bosse occipitale gauche qui va apparaître. Donc déjà esthétiquement, ce n'est pas la joie. Pour quelle raison? Il n'y a aucune raison pour laquelle on devrait laisser l'enfant de cette manière-là. Et puis après, il peut y avoir des conséquences. C'est-à-dire que si on a un crâne qui se déforme vers l'avant, on va avoir tout le visage qui va être déformé l'avant. Donc la mâchoire également. Donc on peut avoir des troubles de la succion. On peut avoir un enfant qui, en grandissant, va avoir des troubles de l'élocution, puisque la mâchoire étant déformée, l'élocution de l'enfant va mal se faire. D'accord. Ça entraîne beaucoup de conséquences en fait. Beaucoup de choses. On peut avoir des otites chroniques chez l'enfant, puisqu'on a un écrasement des os au niveau de Mais du coup, je suis temporal. curieuse de savoir comment, comment tu peux faire pour résoudre ce problème-là. Alors, pour résoudre ce problème, Comment ça marche l'ostéopathie pour résoudre ça? alors, la première chose, c'est qu'on va retirer la contrainte. Alors, si on part du principe que la contrainte initiale, c'est le torticolis, on va déjà débloquer au niveau des cervicales, donc de manière très douce, pour que l'enfant tourne la tête des deux côtés. Ça, généralement, ça se fait quand on le prend très tôt. En une séance, on a réglé généralement ce torticolis. Et puis après, on va travailler sur les os du crâne. Il faut imaginer les os du crâne du bébé. Donc, il y a plusieurs os. Et entre ces os-là, on a une fine délimitation qui est la zone de croissance du crâne. Cette fine délimitation, c'est de la membrane. Et puis, quand plusieurs os, j'aurais dû prendre mon crâne avec moi, quand on a plusieurs os qui sont les uns à côté des autres, comme un puzzle, on va avoir certaines zones du crâne qui sont les fontanelles, puisque finalement, ce sont plusieurs os qui s'accolent. La fontanelle, c'est le trou qu'on a au-dessus du crâne, c'est ça? Il y en a plusieurs. En fait, on a celle-là qui est la plus connue. Oui. On en a la même à l'arrière. À l'arrière, On oui. en a deux de chaque côté ici. Ah oui? D'accord? Oui. Et en fait, toutes ces fontanelles se ferment plus ou moins rapidement. C'est-à-dire que celles qui sont à l'arrière se ferment à 3 mois. D'accord? Toutes celles-ci se ferment à peu près à 3 mois. Après, on va en avoir qui vont se fermer à 6 mois, d'autres à 8 mois. Et celle de dessus, qui est la plus connue, même si on la sent moins, il faut savoir qu'elle existe très souvent jusqu'à 18 mois. D'accord. Voilà. Et en fait, une fontanelle, c'est la réunion de plusieurs os. Donc, en fait, on va avoir, imaginez qu'on ait 3 os. Donc là, on en a 2 qui sont l'un à côté de l'autre. Et puis, on en a un troisième qui arrive ici. Si entre chaque os, on a une fine délimitation, imaginez que cette fine délimitation, on l'a également là. On crée donc un rond, qui est la fontanelle. Oui. D'accord? Et ces os, finalement, fonctionnent comme des plaques tectoniques. Donc, ces plaques tectoniques, ça bouge. Et si pour une raison X ou Y, ces plaques tectoniques, ces os du crâne se chevauchent, parce qu'il y a un appui qui est dessus, clac, on va avoir une déformation du crâne. Et l'ostéopathe, lui, tout doucement, il va faire en sorte que les plaques osseuses, par des manipulations douces, se réalignent l'une en face de l'autre. D'accord. Alors toi, tu réalignes les os. La déformation, c'est pas parce qu'ils étaient chevauchés, c'est pas parce qu'ils étaient devenus plats en fait les os. En fait, il y a les deux, il y a le chevauchement et l'aplatissement. D'accord. En fait, un os ne pourra pas rebomber s'il continue à être chevauché. Ah oui. Donc, l'ostéopathe va faire en sorte qu'il n'y ait plus de chevauchement, va faire en sorte que la cause initiale de l'aplatissement parte pour que l'enfant puisse tourner la tête. Et puis après, avec des conseils auprès des parents, on va pouvoir laisser au repos la zone du crâne écrasée. Et en quelques semaines, ça se réarrondit parce qu'il n'y a aucune contrainte qui persévère dessus. D'accord, j'ai appris plein de choses. Donc voilà, donc plus c'est pris tôt, plus ça se résorbe facilement. Puisque, comme je l'ai dit, les fontanelles s'ossifient plus ou moins rapidement. Et plus on a de fontanelles encore actives, c'est-à-dire plus on a de fontanelles libres qu'on peut manipuler, libres de mouvement, plus on a d'action sur le crâne. Plus le bébé est petit, plus c'est facile à résoudre en fait. Exactement. L'idéal étant, alors le premier mois de vie de l'enfant, c'est génial, on a un résultat optimal. L'idéal étant de le prendre dans ces 3 premiers mois au minimum,
Ouais. On peut aller jusqu'à 6 mois. Après 6 mois, ça devient assez compliqué. Et très souvent, sur des déformations sévères, pour limiter les dégâts sur la colonne vertébrale et sur tout ce que j'ai indiqué avant avec la mâchoire, l'oreille, etc., on a recours à un casque. Donc, ce sont des orthèses crâniennes Mhm. que l'enfant doit porter toute la journée, quasiment 24 heures sur 24. Et ça se fait auprès. Donc, il y a des pédiatres, des neuropédiatres spécialisés en plagiocéphalie et qui prescrivent et suivent les enfants après sur l'ajustement de ce casque-là. Et ça, c'est assez coûteux. C'est assez coûteux pour les parents. C'est très, très coûteux. Et ça nécessite aussi beaucoup de temps parce qu'il faut se déplacer tous les 15 jours dans le centre d'orthèse pour réajuster l'orthèse à la forme du crâne Ah de oui, l'enfant. d'accord. Oui, là, c'est vraiment un traitement lourd. C'est là où c'est assez intéressant, c'est qu'on a double discours, c'est qu'on a un pédiatre classique en maternité ou un pédiatre de ville qui peut ne pas être formé à la plagiocéphalie et qui va avoir un discours qui est que la plagiocéphalie va se résorber naturellement et tout seul. Beaucoup de pédiatres aujourd'hui euh, sont informés et se forment sur la plagiocéphalie et réorientent vers l'ostéopathie. Et puis à côté de ça, à côté de certains pédiatres qui sous-estiment les effets de la plagiocéphalie, on va avoir des pédiatres hyper spécialisés et des neuropédiatres qui, eux, travaillent toute la journée exclusivement sur les déformations sévères du crâne de l'enfant qui ne peuvent plus être traitées par l'ostéopathie et qui ont besoin de casques. D'accord. Vous voyez, tu vois, même au niveau pédiatrique, la profession est assez partagée et la connaissance n'est pas la même chez tout le Mm. monde. Ok, donc ce que tu conseilles, c'est de consulter un ostéopathe une semaine après l'accouchement. Comme ça, si c'est une petite plagiocéphalie assez résorbée, et ça permet de vérifier si le bébé a des blocages qui peuvent être liés à la grossesse ou à l'accouchement. Euh, c'est bien ça? Exactement. Alors, j'ai parlé de beaucoup de choses qui pouvaient arriver à l'enfant et il ne faut pas se mettre un stress. Il suffit de venir une fois au cabinet. Oui, on vient en prévention. On vient en Ouais, ça va prévention. bien. Alors, ce que je conseille toujours aux parents, moi, c'est pas de venir directement après la sortie de maternité, à part si l'enfant a quelque chose d'assez flagrant qu'il faut corriger tout de suite. Mais si les parents ne remarquent rien et que tout leur semble normal et classique, euh, attendre un petit peu, attendre une semaine, 15 jours, attendre vraiment le retour à la maison, parce que le bébé à la maternité, c'est pas le bébé de la maison. Le bébé se comporte différemment à la maternité à la maison. Et c'est toujours intéressant pour l'ostéopathe que les parents connaissent bien leur enfant et puissent leur donner beaucoup d'informations sur D'accord. son rythme de sommeil, son rythme alimentaire, sur sa sérénité, voilà, sur plein de petits détails qui ne peuvent pas être perceptibles à la maternité parce qu'on est dans un environnement quand Oui. même qui n'est pas qui est pas très serein pour l'enfant. D'accord, donc plutôt vers 15 jours. 15 Oui, jours. c'est ça, 15 jours, c'est très bien. Ok.